à toutes et à tous, bienvenue dans ce magnifique auditorium ici à La Rochelle. Je vais vous proposer que nous démarrions ce congrès que je déclare ouvert. Et pour ouvrir ce congrès, j'appelle ici à ma place Madame Nicole Morel, présidente de la FNADEPA Charente-Maritime. Sous applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, Jean-Pierre, chers collègues, c'est un grand honneur pour moi d'être à cette tribune en tant que présidente de la FNADEPA de la Charente-Maritime pour vous accueillir à l'occasion du 40e congrès de la FNADEPA. Quelques chiffres de la FNADEPA 17. La FNADEPA 17, c'est 13 établissements et services, un peu plus de 790 résidents. Les adhérents s'y retrouvent régulièrement et au fil de l'actualité pour échanger et se soutenir. Depuis quelques années, ce n'est rien de dire que notre secteur d'activité est mis à mal. Et bon nombre de collègues ont jeté l'éponge. Alors pouvoir compter sur la FNADEPA est une vraie bouffée d'oxygène et un appui sans faille. La FNADEPA 17, c'est aussi des temps pour les résidents et les professionnels de nos établissements et services. Depuis plusieurs années, il existe une rencontre des établissements adhérents à la FNADEPA 17 sous forme d'une interchorale qui permet aux animateurs et aux résidents de partager un moment festif autour de la chanson, mais aussi des sorties, comme par exemple une sortie en mer, comme certains d'entre vous ont pu tester hier. Nous, on avait eu la chance de ne pas avoir des vagues. Une journée dans l'île d'Oléron avec un petit train qui se termine en excursion sur un pique-nique sur la plage. Ces sorties sont toujours des moments attendus par les résidents, les professionnels, mais aussi les directeurs. C'est relâche pour tous. Je voudrais aussi vous présenter quelques mots sur le département de la Charente-Maritime qui vous accueille pour le congrès. Alors certains ont fait le rallye quiz, donc je vais peut-être rien leur apprendre. La Charente-Maritime, c'est une superficie de 6 864 km², 470 km de côte bordée par l'océan Atlantique. Ce littoral attire de nouveaux habitants chaque année, dont de nombreux retraités. En contrepartie, le département de la Charente-Maritime vieillit. D'ici 2030, dans le département, la population générale augmentera de 8% et celle des 75 ans de plus de 50%. Plus qu'ailleurs, le vieillissement est accentué par la migration résidentielle. Mais les retraités ne veulent pas seulement profiter du climat, des plages, de l'Atlantique et du bien-vivre en Charente-Maritime. Ils sont avant tout des citoyens engagés, pour reprendre la thématique du congrès. Face au discours qui résume la vieillesse à une charge, disons d'abord que vieillir est une chance pour nos familles d'avoir plusieurs générations réunies. Une chance pour nos solidarités, tant l'engagement des seniors dans la vie associative, sociale et politique est déterminante. L'avancée de l'âge est bien une avancée rendue possible par la médecine, l'association de la médecine et de notre modèle social. Personne ne devrait être exclu du fait de son âge. Nous avons tous ici une responsabilité collective de mieux garantir le respect des droits et la participation de nos concitoyens âgés à tous les projets, toutes les décisions qui les concernent. Car être vieux, ce n'est pas être un citoyen au rabais, résumé à une perte d'autonomie, assigné à résidence et dont les choix et les envies ne compteraient plus. Avant de venir au congrès, j'ai souhaité interroger les résidents qui participent au conseil de la vie sociale de mon établissement avec la question suivante. Quel message voudriez-vous que je fasse passer aux professionnels du grand âge, aux politiques présents au congrès, puisque vous ne pourrez pas venir avec moi, mais que c'est bien de vous dont nous allons parler pendant 2 jours? Réponse. On ne veut pas que l'on nous regarde qu'au travers du médical, de l'assistance, de la dépendance et de la compassion. Nous ne voulons pas que l'on se soucie de nous que pour nous protéger. Nous voulons continuer à être considérés comme des personnes et des citoyens capables de responsabilité pour soi, pour les autres, quel que soit notre âge, et ce, jusqu'à la fin de vie. Vieillir ne doit pas nous rendre invisibles. Les personnes âgées n'ont pas moins de droits que les autres. Les vieux ont aussi des choses à apporter à la société. Il y a encore 1 an, le conseil de vie sociale de mon établissement était plutôt déséquilibré en matière de représentativité. Le nombre de familles était plus important que les résidents. Et il me semblait que les sujets abordés n'étaient pas ceux souhaités par les résidents. J'ai donc encouragé les résidents à prendre part aux élections, à être acteurs de leur lieu de vie, à pouvoir s'exprimer sur leurs attentes. Depuis, je dois dire que le conseil de la vie sociale est beaucoup plus intéressant, que les résidents s'affirment face aux familles, qui pensent bien souvent pour eux, en pensant bien faire. C'est parfois vrai, mais pas toujours. Pour conclure mes propos, je dirais
Les résidents, les familles, les professionnels s'engagent pour le grand âge. Mais je voudrais lancer une perche au directeur des établissements et services de la Charente-Maritime. Et vous, quel est votre engagement? Rejoignez-nous au sein de la FNADEPA 17. Avec le plus grand nombre d'entre vous, notre voix sera plus audible auprès des décideurs. Merci et bon congrès à tous. Merci beaucoup, chère Nicole, pour ces propos tout à fait pertinents, importants pour lancer ce colloque. Madame Chantal Murat, conseillère municipale déléguée, représentant Monsieur le maire de La Rochelle. Bonjour à toutes et à tous, chers congressistes. Eh bien, il me revient l'immense plaisir de vous accueillir dans notre belle ville de La Rochelle. Et effectivement, j'ai aussi le grand honneur de représenter Monsieur le maire, Jean-François Fontaine, qui aurait aimé venir à votre rencontre. C'est une personnalité effectivement très impliquée dans la politique du bien vieillir sur son territoire, mais il a été appelé par d'autres obligations et donc il vous prie de l'excuser. Alors, le programme de ces 2 journées est effectivement très, très riche, mais il est aussi très original, parce qu'en fait, vous révélez les personnes âgées à travers des dispositifs tout à fait innovants, à travers un prisme à multiples facettes, la dignité, l'autonomie, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression. Les exemples sont extrêmement nombreux, et cela démontre bien aussi la volonté d'élaborer, de construire ensemble des modes de fonctionnement différents pour trouver des réponses aux besoins d'une population qui effectivement a été décrite et qui est vieillissante. Et puis c'est aussi une façon de sensibiliser les pouvoirs publics, et ça c'est important parce que vous allez insuffler la dynamique et puis la sensibilisation des politiques. Il faut espérer qu'elle arrive à une co-construction et à des solutions aussi différentes pour l'avenir et pour s'adapter au mieux aux besoins des personnes. Alors, que ce soit au niveau d'une collectivité, d'un CCAS ou d'un EHPAD, ces nouveaux éléments de réflexion, à mon sens, s'articulent autour de 3 grands volets. Le premier, c'est la solidarité. Donc, on a l'exemple du registre canicule tenu par les CCAS. On a aussi les exemples d'associations très impliquées dans la politique de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Le deuxième volet, c'est celui de l'inclusion. Alors, on parle depuis de nombreuses années de l'habitat inclusif, mais il y a aussi, et on y est particulièrement sensible sur notre territoire, toute une politique globale d'aménagement, enfin de gestion de l'espace public, et où la personne âgée doit justement avoir cette intégration facilitée, parce qu'il faut bien vieillir, mais aussi il faut bien vieillir ensemble avec une facilité à se déplacer en particulier. C'est pour ça que nous avons une politique très précise en matière d'accessibilité. Nous avons un plan d'accessibilité qui vient d'être revu, et également une gestion de l'aménagement urbain et une politique de déplacement aussi que l'on veut plus appropriée pour les personnes âgées. Et puis, troisième point, c'est l'intergénérationnel. Alors là aussi, depuis de nombreuses années, nous pratiquons le partenariat, ça concerne surtout les EHPAD, avec des établissements qui préparent au métier de la restauration et de l'hôtellerie. Et plus récemment, nous avons des dispositifs aussi d'échange entre des jeunes d'écoles ou de centres de loisirs avec les EHPAD. Et effectivement, c'est important dans une société d'avoir ces repères, ces valeurs, cette transmission, mais aussi avec les jeunes, une réciprocité, les jeunes étant particulièrement sensibilisés à la démarche citoyenne. Alors, les exemples ne sont pas exhaustifs, bien sûr, hein, et ils seront largement complétés par ceux que vous allez dérouler au cours de ces 2 journées. En tout cas, c'est un moment très, très, très riche aussi pour vous, et je salue vraiment votre engagement. Ce congrès doit se placer sous le signe à la fois des échanges d'expériences, des rencontres, de la convivialité, j'espère du beau temps. Et donc, moi, je vous souhaite deux très belles journées dans notre ville. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, madame, à la fois pour vos propos, et puis même si
s'il pleut un peu, je sais qu'il ne pleut jamais très longtemps dans votre ville, donc ça, on devrait pouvoir s'en sortir. À présent, je souhaite que vous applaudissiez Madame Catherine Després, qui est première vice-présidente du conseil départemental de Charente-Maritime. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, donc moi je représente effectivement le département de la Charente-Maritime, que vous connaissez pour certains, moins bien pour d'autres. Je veux juste souligner que le département de Charente-Maritime ne se limite pas au côté littoral, mais qu'on a un arrière-pays ou un rétro-littoral qui vaut également le coup d'être visité. Voilà. Et en tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir en Charente-Maritime pour la tenue de ce 40e congrès. Un congrès où vous allez aborder l'autonomie sous différents angles, sous l'angle de sa prise en charge par les pouvoirs publics, bien sûr, mais aussi sous un angle plus humain, sociologique, et ça me paraît primordial. En effet, avec 10% de Français qui ont plus de 75 ans, je ne sais pas si j'aurai les mêmes chiffres que vous, madame, exactement, mais ça ne sera peut-être pas tout à fait la même année, donc c'est normal qu'il y ait quelques différences. Avec 10% des Français qui ont plus de 75 ans, l'autonomie n'est pas qu'une conséquence démographique, c'est devenu vraiment un enjeu majeur de société. Un enjeu qui se décline et nationalement et localement, puisqu'en Charente-Maritime, c'est 40% de la population qui sera âgée de 60 ans ou plus d'ici 2040. Un enjeu synonyme de progrès historique, où il ne s'agit plus seulement de vivre le plus longtemps possible, mais de vivre le mieux longtemps possible. Dans ce contexte nouveau, nous tous, partenaires, collectivités, établissements, associations, professionnels du médico-social, les aînés eux-mêmes, nous sommes investis au quotidien autour de cette question centrale: comment favoriser le bien vieillir ? Bien vieillir, c'est évidemment rester en bonne santé, mais aussi rester actif socialement, sans subir l'évolution de la société, sans subir les évolutions technologiques, mais en les partageant, c'est-à-dire en ayant toute sa place au sein de la cité. Le maintien à domicile, le développement de l'habitat inclusif, la prise en charge du handicap, la proposition de places en établissements spécialisés, l'accompagnement dans des démarches numériques, l'accès aux droits, tous ces impératifs y concourent et sont pris à bras-le-corps par les acteurs de l'autonomie et bien sûr par le département. Le département est un acteur incontournable de ce secteur au travers de nombreux dispositifs adaptés et ciblés. Nous y consacrons un budget en hausse de 15% depuis 2021, et ce qui représente au total 20% de notre budget global. Le budget social dans sa totalité fait 50% de notre budget. Des chiffres qui ne résument pas tout, mais qui montrent l'importance de notre engagement à la hauteur de l'importance de toutes ces questions dans notre société. Le département, avec vous, travaille à faire progresser l'autonomie. Il innove, il a besoin de réflexion, il a besoin de votre réflexion pour poursuivre en ce sens. Et les débats qui s'annoncent durant ces 2 jours vont y contribuer activement, j'en suis certaine. Très bon congrès à toutes et à tous, et je vous remercie. Enfin, je vous prie d'accueillir Madame Julie Dutosia, qui est directrice de la protection de la santé et de l'autonomie à l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Madame la vice-présidente, Madame la conseillère municipale déléguée, bonjour à tous les congressistes. Alors moi, effectivement, je vais également déjà synthétiser mon propos parce que beaucoup de choses ont été dites. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin, notamment parce que la Fédération rassemble des directions, des directeurs de divers domaines, domiciles, institutions, mais aussi de différents statuts, publics et privés, ce qui en fait un petit peu sa substance, sa singularité et lui confère une représentativité dans l'exercice du métier qui est le vôtre,
au-delà des enjeux propres à tous les secteurs. Donc pour nous, c'est effectivement très important en tant qu'ARS d'avoir des échanges avec les directions des établissements dans le contexte que nous connaissons, avec une politique publique en direction des personnes âgées qui poursuit des objectifs relativement stables depuis plusieurs années, même décennies, mais qui se développe dans un contexte de plus en plus fragilisé, qui nécessite effectivement des échanges, des ajustements et une bonne compréhension réciproque. Donc la politique publique en direction des personnes âgées, vous la connaissez mieux que moi, elle s'appuie essentiellement sur la politique du maintien à domicile, puisque depuis plusieurs années, le plan Solidarité Grand Âge promouvait déjà la liberté de la personne de rester à domicile. Donc ce virage domiciliaire qui constitue finalement notre cap collectif se poursuit aujourd'hui, mais la réforme des services qui est censée lui donner en fait corps nécessite que d'autres piliers de politique publique soient menés concomitamment, puisqu'effectivement, ce virage domiciliaire à travers les services ne peut pas s'envisager compte tenu des défis démographiques qui ont été rappelés, sans un véritable virage préventif. Et là, je pense que nous avons d'énormes marges de progrès, en tout cas dans ce pays, sur la prévention de la perte d'autonomie, sur l'enrichissement de cette politique, et puis sur la promotion du bien vieillir à laquelle la loi du 8 avril 2024 nous conduit. Donc virage préventif qui est nécessaire à côté de la réforme des services, de même que la mutation progressive des EHPAD, leur consolidation, dont l'importance territoriale et professionnelle n'est plus à démontrer, et qui, depuis plusieurs années, évolue vers des fonctions de ressources en gérontologie pour leur territoire. Alors, le contexte, vous le connaissez, un contexte, bien sûr, qui fragilise le secteur dans son ensemble, et ça, j'en suis, et l'ARS, bien sûr, particulièrement consciente, avec, bien sûr, une inflation galopante et des déficits cumulés, une perte d'attractivité des métiers, et ça, je crois que un des nœuds du sujet de la politique médico-sociale au-delà du champ du grand âge, c'est bien l'attractivité des métiers. Comment aujourd'hui faire revenir vers ce secteur, dans le cadre éventuellement des politiques de retour à l'emploi, des personnes que l'on pourrait recruter, former et qui pourraient y développer un projet professionnel, et puis une complexité bien sûr administrative et financière croissante. Donc les réformes attendues, elles s'incarnent dans un très grand nombre de dispositifs que nous menons avec vous, la réforme, la fusion des services, la réforme tarifaire des SIAD, les déploiements des centres ressources territoriaux, les généralisations annoncées du service public départemental de l'autonomie, mais aussi d'ICOP, qui est le dispositif de repérage des fragilités, la fusion des sections et j'en passe. Donc ces réformes techniques, si elles s'avèrent nécessaires, elles contribuent aussi un peu à balkaniser le champ médico-social, donc ça, il faut y prendre garde. Et elle donne surtout un sentiment d'empilement, y compris pour nous dans les administrations, sans attendre tout à fait les résultats souhaités. On a bien évidemment sur l'ensemble de ces champs, que ce soit le virage domiciliaire, le virage préventif, la consolidation des EHPAD, on a bien évidemment travaillé l'ensemble de ces politiques. Je ne les résume pas parce que ça serait beaucoup trop long. Sur la prévention, il me semble que l'enjeu va être sous le chef de fila, bien sûr, du conseil départemental, puisque les conférences territoriales de l'autonomie ont en charge cette politique de prévention. Eh bien, l'ARS va complètement s'y inscrire dans la région Nouvelle-Aquitaine. Nous consacrons déjà beaucoup de moyens chaque année via les dispositifs d'appui à la coordination à des programmes territoriaux de prévention du déficit fonctionnel. Donc on déploie déjà effectivement ECOP par le biais des dispositifs d'appui à la coordination. On mène également des actions de prévention assez vigoureuses dans le champ des EHPAD, dans la région. On consacre environ 10 millions d'euros par an à ces actions-là. Et on constate depuis maintenant 2 ans des résultats positifs pour les EHPAD qui développent des dispositifs d'activité physique adaptée, une baisse des hospitalisations des personnes âgées pour chute. Donc notre enjeu sur la prévention, c'est de nous conjuguer bien évidemment aux conseils départementaux. Sur la fusion des services, je ne serai pas longue parce que tout le monde en connaît les difficultés, la technicité, la symétrie aussi au détriment des SIAD, les situations de blocage qui en résultent et qui nécessiteront pour pouvoir continuer à avancer, à mon sens, que l'on puisse y apporter des atténuations, alors soit dans le cadre conventionnel qui deviendrait le cadre de droit commun, soit éventuellement par des ouvertures
l'ouverture d'autorisations complémentaires de services à domicile au bénéfice des SSIAD, mais ni pour l'une ni pour l'autre de ces orientations, nous disposons aujourd'hui d'éléments de perspective au niveau national. Et enfin, pour ce qui concerne, je dirais, les EHPAD, le constat est certes effectivement un peu sombre avec des déficits assez importants qui touchent 60% des EHPAD de la région. Néanmoins, 5 départements sur 12 sont aujourd'hui engagés dans la fusion des sections et on sait que pour pas mal d'EHPAD, cette fusion des sections va apporter une résorption de moitié des déficits sur la section dépendance. Nous avons également une politique active d'accompagnement des établissements en difficulté que l'on souhaite inscrire dans des plans bien sûr, dans la mesure du possible, de retour à l'équilibre et d'accompagnement de notre part afin de retrouver cette perspective. Mais pour être plus dans le thème du Congrès, je dirais que la politique publique, elle est en fait indispensable, ou cette politique publique en direction des personnes âgées, elle repose nécessairement sur l'engagement professionnel et personnel de vous tous. Récemment, M. Gilles, peut-être que vous le connaissez, le professeur Roger Gilles a publié une petite brève sur l'engagement professionnel dans le secteur social et médico-social où il considérait en fait que cet engagement était fondé sur l'angoisse. Alors pas l'angoisse bien sûr paralysante, mais une forme d'angoisse existentielle qui donne le souci de l'autre. Et je crois que ce souci de l'autre, nous le partageons tous. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes tous là. Et c'est la capacité en réalité à rester ému face aux vulnérabilités, à la détresse humaine aussi, qui construit et nourrit cet engagement. Dans ma pratique, je peux constater que cet engagement, pour la plupart d'entre vous, il demeure intact, mais qu'il est mis à rude épreuve par le contexte que j'ai rapidement décrit, avec des inquiétudes, bien sûr, légitimes sur les équilibres, la pérennité même du secteur médico-social, sa capacité aussi à faire face aux diverses échéances et enjeux, notamment à l'enjeu des ressources humaines dans votre secteur. Mais je crois que le sens de l'engagement, c'est bien de combattre cette évolution, c'est-à-dire de refuser le repli, de se trouver des perspectives d'action, de continuer à porter des projets ambitieux. Et quand je dis projet ambitieux, c'est tout à fait le projet qu'a décrit Madame la Présidente de la Fédération 17. Je n'ai pas retenu votre nom, vous m'en excuserez, mais d'association effectivement des usagers, d'aller plus loin que ce que nous faisons habituellement et d'inscrire, à mon avis, son projet dans des perspectives territoriales, puisqu'on a encore des possibilités, il me semble, de coopération, de décentrage de l'institution pour répondre aux vrais besoins des personnes. Ce qui suppose aussi, bien sûr, que les institutions, associations ou organismes gestionnaires ne soient pas simplement tournés vers sa propre reproduction, au risque de se chroniciser, mais s'enrichissent de perspectives territoriales, de nouvelles manières de penser, l'autonomie et pas forcément l'accompagnement, et de nouvelles manières d'agir également en faisant reposer les actions sur la volonté des personnes. Donc c'est pourquoi le cadre territorial d'exercice de vos métiers, parce qu'il évolue, vous offre aussi, à mon avis, des perspectives. On n'a pas encore suffisamment dans le secteur médico-social, à mon sens, travaillé avec le secteur libéral qui, lui, est en train de se structurer, notamment les communautés professionnelles territoriales de santé, qui peuvent apporter un certain nombre de solutions aux difficultés que vous rencontrez sur la question de l'accès aux soins. On a aussi la perspective de l'enrichissement à venir de la politique de prévention, et tout cela peut nourrir des éléments de projets concrets pour vous, et donc des éléments aussi d'action concrète qui doivent à tous nous donner effectivement, je dirais, de l'engouement pour l'avenir et montrer aussi la qualité et la force de nos engagements. En tout cas, vous pourrez compter sur l'ARS dans vos projets, autant d'ailleurs que l'ARS compte sur vous pour leur réalisation et même pour les idées que vous pourriez nous donner. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous un très bon congrès. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je vous accueille aujourd'hui à La Rochelle pour ce 40e congrès de la FNADEPA. Avant d'aller plus loin, je vous prie de bien vouloir accueillir à distance Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre déléguée chargée de l'autonomie et du handicap, qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais qui a souhaité s'adresser à vous à travers une courte vidéo. Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs, chers toutes et tous, je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui à La Rochelle pour ce 40e congrès national de la FNADEPA, mais je tenais absolument à m'adresser à vous. 40 ans d'engagement, c'est une étape forte, une fédération qui a su défendre avec constance les intérêts de ses membres et porter haut les valeurs du grand âge. Alors sincèrement, merci. Merci pour votre engagement quotidien, pour celui de vos équipes, pour ce que vous représentez sur l'ensemble du territoire. Grâce à vous, des milliers de professionnels accompagnent chaque jour nos aînés avec dignité, compétence et humanité. Je le sais, les défis sont nombreux. Le recrutement, les tensions budgétaires, les lourdeurs administratives, vous les affrontez avec courage et je vous le dis clairement, l'État est à vos côtés. Depuis plus d'1 an, nous avons engagé une transformation de fond. La fusion des sections soins et dépendance avance pour mieux prendre en compte la réalité de vos missions. Le fonds d'urgence de 300 millions d'euros, dont 250 déjà délégués aux ARS pour une réponse rapide et ciblée. Les GT-SMS, les groupements territoriaux médico-sociaux, vont permettre plus de coopération, plus de solidité. Et je sais aussi les interrogations autour des CPOM. Ce que je souhaite, c'est qu'ils redeviennent un outil utile, lisible, au service du pilotage et du dialogue de gestion. Nos services y travaillent avec les fédérations pour en faire un levier, pas une contrainte. Nous n'oublions pas le domicile. La réforme des services autonomie à domicile avance dans un esprit de responsabilité collective. Vous avez été nombreux à vous engager et pour les territoires où les difficultés subsistent, une task force nationale dédiée et mobilisée pour accompagner au cas par cas. Toujours sur le domicile, 2025 marque le déploiement de l'aide à la mobilité prévue par la loi Bien Vieillir et à ma demande, 75 millions d'euros seront mobilisés dès maintenant pour doter les structures d'aide à domicile de véhicules adaptés. Une mesure concrète, attendue et nécessaire, et parce que rien n'est possible sans les femmes et les hommes qui font vivre le secteur, l'attractivité des métiers reste une priorité absolue. Les revalorisations du Ségur, la campagne de recrutement lancée avec Catherine Vautrin, les plateformes métiers avec la CNSA, les dispositifs de VAE, l'amélioration des conditions de travail, tout cela forme un socle que nous construisons ensemble. Ce que je défends, c'est une vision de notre société, faire du grand âge une cause et de la solidarité une fierté. Merci pour votre engagement, pour votre confiance et très beau congrès à toutes et à tous. Chers amis, 40 ans, un chiffre qui marque une étape, une histoire, une mémoire. Celui d'un réseau né presque dans l'ombre, mais bâti sur une idée lumineuse, que chaque personne âgée mérite d'être accompagnée avec respect, dignité et humanité. Aujourd'hui, nous sommes ici nombreux, organisés, reconnus, mais tout a commencé modestement, avec quelques directeurs unis par une préoccupation commune, autour d'une table ou au fond d'une salle, sans budget, sans appui institutionnel, sans relais médiatique. Ce que nous avions, c'était la volonté, l'urgence et la conviction. Et ce sont ces mêmes ingrédients qui nous animent encore aujourd'hui. Car malgré les quelques avancées, le combat est toujours là. Un combat pour la dignité, pour la reconnaissance, pour des moyens à la hauteur des enjeux. Et c'est pourquoi le thème de notre congrès, engagé, résonne si fort. Engagé, mais à quel prix ? Aujourd'hui, nous sommes nombreux à ressentir que le mot engagement a parfois perdu de sa saveur, qu'il a été dilué, récupéré et utilisé à toutes les sauces. Mais ici, à la FNADEPA, il a toujours conservé sa densité. S'engager, pour nous, ce n'est pas signer une charte ou poster un slogan. C'est tenir debout quand tout pousse à s'asseoir. C'est continuer à inventer quand le quotidien semble figé. C'est refuser l'abandon quand le secteur du grand âge est parfois relégué, marginalisé, invisibilisé. Notre engagement, il est incarné. Il a des visages, des prénoms, des histoires. Militaire à la FNADEPA, c'est être un directeur autrement. Lorsque nous avons préparé ce congrès, avec toute l'équipe, une question est revenue, simple en apparence mais puissante. Militaire à la FNADEPA,
est-ce que cela fait de nous des directrices et des directeurs différents? Je crois que oui, je sais que oui. Et je crois que cela fait notre force plutôt. Je sais que cela fait notre force. Parce que nous ne sommes pas uniquement des gestionnaires, des techniciens du quotidien, des exécutants de réformes. Nous sommes aussi des veilleurs, des passeurs, des agitateurs de sens, des femmes et des hommes qui refusent de faire comme on a toujours fait. Je vois en vous 4 dimensions fondamentales. L'engagement passionné, vous portez la cause des aînés avec une détermination qui résiste à tout. La vision et l'audace, vous osez transformer vos structures, expérimenter, sortir des sentiers battus. L'empathie en acte, vous construisez des environnements où chaque personne peut rester sujet de sa vie. Le leadership collectif, vous ne dirigez pas seul, vous fédérez, vous écoutez, vous influencez. Et tout cela, vous le faites bénévolement dans le cadre de la FNADEPA. Cela mérite d'être dit, souligné et reconnu. Parce que cela donne une force et une sincérité à notre action. Reconnaître la fatigue sans jamais renoncer. Mais je veux aujourd'hui être pleinement honnête avec vous. Depuis quelques années, nous avançons sur une ligne de crête. Le sens est là, toujours. Mais la fatigue aussi. Une fatigue sourde, parfois invisible, parfois niée. Fatigue des équipes qui tiennent à bout de bras des établissements et services fragilisés. Fatigue des directeurs, sommés de faire plus avec moins. Fatigue des familles qui s'inquiètent, qui s'épuisent. Et bien sûr, fatigue des personnes âgées elles-mêmes qui attendent, trop souvent en vain, des réponses adaptées, humaines et rapides. Nous ne devons plus avoir honte de dire cette fatigue. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un signe de maturité, de lucidité et aussi de respect envers ceux que nous représentons. Et c'est aussi cela, être engagé. Savoir lever le pied un instant pour durer, dire stop quand c'est trop, prendre soin de soi pour continuer à prendre soin des autres. Alors que faire de cette fatigue? Comment transformer ce constat en moteur, en action? Je crois que nous avons 3 leviers très concrets. D'abord, innover avec sens. L'intelligence artificielle, les démarches RSE, la culture, le sport, l'Europe ne sont pas des gadgets. Ce sont des leviers puissants pour réinventer nos pratiques et alléger nos contraintes. Mais à une seule condition, qu'ils soient pensés avec et non contre l'humain, avec éthique et respect. Et cette innovation, nous ne la portons pas seule. La FNADEPA est un moteur dans la construction des actions collectives du secteur. Des actions collectives du secteur de l'autonomie, comme le démontre la grande mobilisation « Les vieux méritent mieux ». J'y reviendrai au cours de ces 2 jours. Car pour peser, il faut unir, par-delà les cloisonnements. Nous contribuons à bâtir une voie forte, lisible, pour porter une vision partagée de l'accompagnement du grand âge. C'est une autre forme d'innovation, politique, stratégique, essentielle. Et nous la menons avec fierté, sans renier ce qui fait notre singularité. Deuxième axe, frapper aux portes, à toutes les portes, pour renforcer notre influence politique. En cette période préélectorale, nous devons exiger que la cause des aînés soit au cœur des programmes des futurs candidats aux élections nationales et locales. Les politiques publiques destinées à nos concitoyens vulnérables ne sont pas des variables d'ajustement budgétaire. Elles sont la traduction d'un choix de civilisation. Défendre les plus vulnérables est l'essence même de l'action publique, et nous saurons le rappeler sans faiblir. Enfin, troisièmement, former. Former, écouter et soutenir nos adhérents et nos équipes. Nos équipes ont besoin de perspectives, de reconnaissance, de sens. Nous avons besoin de tout cela. Il nous faut bâtir des digues contre l'isolement, contre la démotivation, contre le turnover. Et cela commence par des lieux comme ce congrès, ou comme nos colloques départementaux, que vous continuez à organiser avec talent et enthousiasme, où l'on se retrouve, où l'on s'écoute et où l'on respire. À cet instant, je veux que nous ayons une pensée collective pour les pionniers de la FNADEPA. Certains nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui, d'autres, hélas, n'ont pas pu nous rejoindre. Chacun d'entre nous repense à celles et ceux qui nous manquent et qui nous manquent tant. Permettez-moi à cet instant une pensée toute particulière pour Serge et ses éternelles sandales qui m'a accueilli à la FNADEPA Gare voilà presque 15 ans. Ceux qui, il y a 40 ans, ont eu l'audace de commencer avec peu, parfois rien,
mais une vision claire, changer le quotidien des personnes âgées. Leur courage nous oblige, leur modestie nous inspire, leur flambeau est désormais entre nos mains, entre vos mains. Merci, merci pour tout et continuons. Avant de conclure, je tiens à remercier Annabelle et toute son équipe pour leur engagement sans faille dans l'organisation de ces 2 journées, les intervenants pour leur richesse d'idées et de propositions, et vous toutes et tous, militants du quotidien, qui changez la donne sur le terrain. Nous avons prouvé qu'un réseau de directeurs bénévoles peut avoir de l'impact. Nous avons porté des idées, influencé la naissance de lois et de règlements, fait bouger les lignes. Mais ce n'est pas terminé car le vieillissement n'est pas une affaire de spécialistes. C'est un défi de société et c'est notre mission de l'humaniser. Alors oui, engagé aujourd'hui, indispensable demain. Pas parce que nous cherchons des médailles, mais parce que nous savons que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Ce que nous défendons, ce ne sont pas seulement des établissements, des services ou des politiques publiques. C'est une certaine idée de la solidarité, une certaine idée de l'humanité. Et maintenant, je vous invite à prendre un moment, un petit moment, pour voir, entendre et ressentir. Vidéo, s'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, voici ce que 40 ans de militantisme ont construit. Voici la FNADEPA et surtout, voici vous. Merci beaucoup.